Wanakam. Un grand, grand, grand plaisir de t'avoir sur mon Tinei. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et cher public, bonsoir. Bienvenue sur mon Tinei. Et comme d'habitude, nous allons avoir Mahaka, comme je l'appelle avec grand amour, depuis très, très récemment d'ailleurs, hein. Mais depuis qu'on se connaît, depuis qu'on a repris contact, c'est une grande amitié, un grand amour qui s'est installé entre nous. Et je savoure et j'honore cette relation avec Yamuna David depuis quelque temps. Mais avant de commencer, je voudrais remercier Jean-Louis Laverne qui est derrière les manettes, qui est, qui représente Forum France, qui me soutient dans ce projet. Merci, merci Jean-Louis, infiniment. Aka, kamu, solunga, ena solopara. Ah. Voilà. Ah non, donc tu n'as pas entendu quand j'ai dit Wanakam Tambi? Non, parce que ton micro était off. Alors, Wanakam aussi à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci, merci d'être là. Merci Harry. C'est vrai qu'en fait, on ne se connaissait pas quand on était ensemble au lycée. Tu étais dans la classe de mon petit frère. Donc, Mhm, on ne se connaissait pas. Et en fait, par les écrits de mon père, en fait. C'est par les écrits de mon père que tu m'as contacté. Et en mhm. fait, il y a maintenant 3 4 ans et j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Pour en revenir, pour, Ouais, remettre les choses dans le contexte, ouais, tu me dis déjà au début, c'est vrai on a ouais, fréquenté le lycée à la même époque, mais j'étais dans la classe de Selva. Selva. Mais je garde mon dernier souvenir de toi, euh, ou même le seul souvenir d'ailleurs, hein, de toi euh, un soir vers 19h, 19h30 dans la rue Suffren, en face de l'actuelle Alliance française. Vous avez fait un sit-up avec Sinou, toi et un groupe d'amis devant la maison d'un prof. Je ne me souviens plus quel était le problème, mais il y avait tout un groupe de lycéens qui avaient fait un sit-up vraiment non violent, pacifique, pour protester contre quelque chose. J'ai pas le souvenir, peut-être que toi, tu vas me le dire. Oh oui, je Ça, m'en je m'en souviens très souviens de bien. tout. Excuse-moi? Ah, je m'en souviens très bien parce que Ouais, c'était tu t'en déjà là souviens que très bien. j'étais déjà militante. Exactement. Donc, tu avais déjà le sens de la justice. C'était en fait, il y avait eu un certain nombre de nos camarades, nous étions en seconde ou en première, je sais plus, qui avaient été exclus du lycée. Enfin, et ça nous paraissait, c'était une décision qui était illégale, parce que dans la Exact. mesure où il n'y avait pas d'autre établissement de scolarisation où ils pouvaient aller, ça voulait dire que c'était une condamnation de leur possibilité d'aller jusqu'au bac. Donc c'était illégal. Et en plus, ce n'était pas leur donner leur chance, et il y avait largement la possibilité de leur donner leur chance en les faisant de redoubler. Et on avait l'impression que c'était un peu alléger les classes pour avoir des cours plus faciles. C'est l'impression que nous avions eue. Donc, ce qu'on avait fait pour protester, c'est qu'on avait tous mis un ruban noir épinglé à notre Oui, habit je me souviens. et Absolument. on disait que nous portions le deuil de la scolarité de nos camarades. Ouais, Et ouais. donc, comme c'était la fin de l'année et que les profs, une fois qu'ils avaient fait leur conseil de classe et viré les camarades, ils faisaient une soirée, une boum, comme on disait à l'époque. Ils faisaient une boum. La Et bien, société créole, je suppose. je ne sais plus où. Et du coup, on s'était pointé tous sur le trottoir là où ils faisaient la boum. On s'était assis par terre et on portait le deuil en disant pendant que vous faites la fête, nous, Ouais. on porte le deuil Exact. de la scolarité de nos camarades. Ça a mis évidemment une ambiance relativement délétère à l'intérieur. Parce qu'en fait, en plus, ils pensaient tous qu'on voulait venir faire du grabuge. Or, nous étions strictement non violents. Nous étions assis par terre et nous sommes restés assis par terre jusqu'à minuit. Et en fait, il n'y a pas eu de boum. Voilà. Au moins, on leur a pourri leur soirée. On a réussi, je crois, à faire réintégrer un ou deux camarades, mais voilà. Donc, c'était ma première, enfin, pas ma première, mais une de nos premières actions d'éclat. Action. Voilà. Après, on Moi, a moi, fait une je me grève. souviens, Oui, parce qu'on a continué par une grève de la faim. oui, Et parce que c'est moi, je après me qu'on souviens, a. je suis arrivé avec, Ouais, j'étais avec quatre autres copains, ouais. et Toi, même tu allais sans. faire la boum. Toi, tu allais à la boum, toi. Non, non,
non, non, non, non. Non, non, nous, on voulait tabasser. Ah oui. Nous, on connaissait, nous, notre façon de se Oui, manifester, c'était la violence. oui, Parce oui, que nous, on vient, on oui, vient du quartier nord, moi du quartier oui, sud. oui. Toi, tu es de la centrale, comme Voilà. on appelle ça à Pondichéry. Alors nous, voilà, on s'est assis Nous, par terre. moi, je viens des quartiers des pêcheurs. Nous, notre façon de se manifester contre l'injustice, il faut taper. C'est la violence. Nous, on ne connaît pas ton langage de la justice, de la non-violence. Nous, Gandhi, on ne connaît pas Gandhi. Nous, c'est... T'en rajoutes un peu. Non, 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 mais sérieux. Nous, non, sérieux. Du côté des pêcheurs, Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai au-delà qu'il y des avait une grande, Gaulois, il y avait une grande colère et c'est il y avait vrai une qu'il grande colère. y avait une grande Notre colère, je suis façon de d'accord. manifester notre colère, c'est à travers la violence. Oui, oui, Et la première fois, j'ai compris que oui. une autre façon de manifester non violemment. Mm, C'est à travers toi et Sino et cette bande. Parce mm, que nous, on était venus avec l'intention mm, de taper, mm, d'avoir recours à la violence. mm. Mais on s'est rendu compte que non, c'est pas ça. Il y a- Mais on avait passé une soirée incroyable à discuter dehors et on a Exactement, vraiment discuté ensemble à ce moment-là. exactement. Mm, Et donc, ça, c'est mon premier, mon dernier souvenir que j'ai de toi. mm. Mais la question que je vais te poser maintenant, parce que je connais tous tes avatars, hein, euh, tu passes d'un avatar à l'autre. Maintenant, tu as pris l'avatar de Sarasvati, la connaissance de l'écriture. Euh, mais quand, ma question est que quand on a des parents, un père érudit, euh, historien, philosophe, et en même temps juge, euh, et une maman professeure, écrivaine, est-ce que le poids des parents joue dans la façon dont tu... C'est un bon pédigré, hein? Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire. C'est un très bon pédigré. Mais est-ce que ça joue dans ta façon, dans la façon dont tu grandis, en fin de compte? C'est évident. Et heureusement qu'à Pondichéry, Est-ce à que des... c'est un poids, est-ce que c'est un avantage ou est-ce qu'il y a un inconvénient? C'est ça que Ben, je veux les dire. deux. Les deux, c'est d'abord, bien sûr, c'est un immense avantage parce que ça m'a nourri de beaucoup de choses, euh, de beaucoup de richesses, hein. Je leur en sais gré. C'est quand tu es adolescent, c'est insupportable. Et heureusement que quand tu es adolescent, tu sais qu'à 18 ans, tu pars à 10 000 kilomètres. Et à l'époque, pas de téléphone portable, pas d'email, rien. Donc, on a quand même fait notre crise d'adolescence avec Sinou. On, on en a fait un peu de toutes les couleurs, mais à la façon de Pondichéry, hein, et à la façon de la centrale, comme tu dis. C'est, mais néanmoins, je pense que le fait d'aller loin de mes deux parents, d'arriver dans des endroits où personne... Parce qu'en plus, quand mon père était Chief Justice de Pondichéry, c'était lourd. Enfin, Oui, donc, de pouvoir arriver dans des endroits où je ne suis pas la fille d'eux, où personne n'a cette vision de moi, c'était fondamental pour moi pour pouvoir devenir moi-même. Parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop lourd, c'était trop écrasant. Et même quand j'ai voulu commencer en tant qu'avocat, mon père voulait évidemment me dire, tiens, va voir tel avocat de ma part. Et il était hors de question que j'aille voir qui que ce soit de sa part. Je ne voulais aller voir que des gens pour trouver un travail qui ne connaissent que moi si j'arrive, quoi. Donc c'est très important. Et le fait de partir et de devoir se débrouiller tout seul était salvateur pour ne pas, en revanche, ça devienne un poids trop lourd. Mais il y a eu des moments bien sûr, euh, je voulais envoyer tout ça promener. Et après, il y a l'âge où tu te rends compte du cadeau que c'est. Mais il faut faire un bénéfice d'inventaire. Il y a ce que tu prends et ce que tu laisses. Voilà. oui, parce que c'est pas évident. Je veux dire, comme je dis, c'est quand même un poids, je veux dire, même un poids intellectuel écrasant. Parce qu'on dit aussi qu'on grandit à travers les failles de ses parents. Alors quand les parents, c'est un peu des murailles, tu cherches la faille. Donc évidemment, tu tapes, quoi, un peu, mais bon. Oui. Donc, Mais c'est toujours, comment on appelle ça, une forme de reconnaissance de ses parents en disant euh, est-ce que je suis à la taille de leurs espérances, de leurs espoirs?
Est-ce que je vais les décevoir? Est-ce que c'est toujours est-ce que? Il y a toujours est-ce que. Mais il y a toujours les parents derrière qui font it's back of your heads. Non? Tu es toujours en Jusqu'à un train de. certain âge, jusqu'à un certain âge. Oui, jusqu'à Et ça. puis Oui, à force que tu les déçoives en n'ayant pas de... Puis l'avantage, c'est comme mon frère avait toujours tous les premiers prix, je ne pouvais jamais être à la hauteur. Donc moi, j'étais tranquille, je ne pouvais que décevoir. Donc, t'as laissé ça à Sino alors. J'ai laissé ça, sinon D'accord. c'est lui qui porte le poids le plus difficile. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, Mais, c'est vrai. mais du coup, non, Mais j'ai... même en tant que garçon, il aurait pu très bien dire, parce qu'on connaît le rôle Oui. que jouent les garçons et les filles dans les Mm. familles indiennes, n'est-ce pas? Le garçon, il peut toujours se libérer de ce poids plus facilement que les filles. À moins que, ben, je veux dire, dans les familles vraiment conservatrices, très conservatrices, je veux dire. Mais il suffit d'avoir une famille, des parents un peu plus libéraux, un peu plus progressistes dans la pensée. On ne met pas ce poids des traditions et des valeurs sur la fille. C'est ça que je veux dire. Alors, moi, j'étais plutôt garçon manqué, hein. J'étais au football avec les garçons, avec mes frères, hein, je veux Ça, je me dire. souviens. que- Ça, je me souviens. Mais Donc, c'est non, vrai, ça. peut-être que le fait d'être entre, comment on appelle ça, Entre deux entre garçons. ouais, entre deux garçons, Ouais. tu arrives à naviguer facilement. Oui, et puis bon, j'ai toujours été rebelle. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu besoin d'affirmer ma différence, de toujours être autrement, de toujours Absolument. être autrement, d'être fantasque, d'être, voilà, pas raisonnable. Voilà. Et moi, je sais que non, mais je ne peux pas t'interroger ou je ne peux pas poser des questions sur ta vie antérieure d'avocate parce que c'est pas du tout mon, mon rayon. Je n'y connais rien à la justice. La seule justice que je connais, c'est que Sarkozy a été condamné aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a une justice. Donc c'est très bien. Mais le reste, je m'en fous. Mais c'est pas mon rayon, je veux dire. Mais je vais plutôt parler de ton nouvel avatar, parce qu'on parle d'avatar. À chaque fois, euh, Ouais. tu te réincarnes sous différents aspects, on va dire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en tant qu'écrivain, bien sûr, c'est ton nouvel avatar d'écrivaine, auteur. Et je me souviens d'avoir discuté un peu avec toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écriture? Qu'est-ce qui m'a poussée à l'écriture? Euh, Ça a été le contact avec la nature, la reconnexion avec la nature. Ça a été vraiment ça, c'est-à-dire que d'un seul, premières et c'est ce qui a donné mon premier livre, d'ailleurs Bonheur impromptu, les petites chroniques, les instantanés de petits riens, ces petites choses du quotidien. C'est cet émerveillement que j'ai eu après avoir vécu en France longtemps, revenir en Inde et revenir en Inde dans la campagne, parce qu'en fait, moi j'ai grandi à Pondichéry, j'ai grandi en ville. Et Oui, donc, c'est cette connexion et reconnexion avec la nature qui a vraiment dit il y a quelque chose à partager. Ça a touché un ressenti en moi, un ressenti avec des mots qui venaient d'ailleurs, quelque part, je dirais. Et donc, ça m'a donné envie de commencer à partager et à écrire. C'est là que j'ai vraiment commencé. Ça, c'est une chose, mais l'autre chose, comme je le dis dans l'avant-propos de ce livre, c'est quand même ma mère, même si mon père a beaucoup plus publié, c'est ma mère parce que euh, ma mère a une très belle plume, je trouve. Et elle nous écrivait, à partir du moment où on est parti en France, les quatre enfants, l'un après l'autre, elle nous écrivait des petites histoires de tout ce qui se passait, les potins de la famille, mais pas seulement de la famille, de ce qui se passait dans la ville, dans le pays, toutes sortes de choses. Et comme elle avait quatre enfants, elle prenait sa machine à écrire, du papier carbone, quatre exemplaires, et elle nous envoyait ensuite un mot manuscrit personnel à chacun. Et toutes les semaines, on recevait des chroniques et on se régalait. Et ça nous paraissait normal. Et quand maman a eu cet accident qui a fait qu'après elle n'a plus pu écrire, ça nous a manqué.
Et je pense qu'il y a une sorte Là, j'ai pris un fil, j'ai pris une sorte de suite, de reprendre ça. Donc, la source, elle est double. Elle est d'avoir reçu de ma mère ses écrits, d'avoir goûté et l'importance de ça, et la connexion avec la nature. Ces deux m'ont donné envie de transmettre à mon tour. Et ensuite, j'en étais restée là. Euh, et finalement, c'est toi, hein, après. Tu es coupable, là. Mais je suis coupable de beaucoup de choses. Non, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi parce que quand on en a parlé, je t'ai dit que je faisais ces écrits comme ça et je t'en ai envoyé. Plusieurs personnes m'avaient dit tu devrais publier, puis toi tu m'as encouragé à le faire. Donc je me suis mis à le mettre en forme. Du coup, en le mettant en forme, j'ai commencé à travailler le style, à découvrir le goût de travailler le style. Et puis, il y a aussi le roman que j'écrivais en parallèle, que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire le roman également, et qui est maintenant en attente d'éditeur. Il est prêt. Et puis ensuite, la prochaine étape, c'est encore toi, parce que j'étais en train de travailler sur ce roman et tu m'as dit tu devrais écrire des nouvelles. Et tu m'as vraiment ouvert un champ parce que là, j'y suis allée et depuis, je me régale à rien. Merci. Vraiment, je me régale. Non, mais c'est normal parce que moi, j'ai été touché par ta sensibilité. Et c'est très bien que tu me parles de nature qui t'a poussé à écrire Bonheur impromptu. Ce retour aux sources, enfin, je dis aux sources, après on peut se poser la question, qu'est-ce qu'est la source? Toi, tu dois savoir, toi, la rivière Yamuna, tu dois savoir quelle est ta source, n'est-ce pas? Où tu la prends, où tu l'emmènes, ça, j'en sais rien. Il n'y a que toi qui sais. Mais ce contact avec la nature, on peut parler de ça, de l'éco-poétique, on va dire, c'est parce que c'est ça qu'on parle, c'est de l'éco-poésie, en fin de compte. C'est ce qui nous entoure, qui nous nourrit, qui nourrit notre imagination, qui nourrit nos verbes, qui nourrit nos mots. Et qu'est-ce que cette nature nous transmet et comment on transmet ça à travers les mots. C'est ce que tu fais, et c'est ce que je fais d'une autre façon, mais la nature. Et je trouve ça intéressant que tu me dises que c'est venu quand tu es revenu en Inde, Oui, n'est-ce pas? oui, Quand tu as été au oui. King's College London, tu as été, enfin, t'as fait tes études à Londres, tu as vécu en France, et que quelque part, revenir pas à la centrale, la rue La Porte, où tu as Hein, vécu, oui. mais comme je disais tout à l'heure à ton mari, ton cher mari Alain, tu vis dans la brousse. Moi, je ne peux pas vivre dans la brousse. Mais tu vis dans la brousse, avec les serpents, des caméléons, des scorpions, je ne sais quoi d'ailleurs. Moi, je suis incapable de vivre avec ces animaux-là. Mais toi, tu le fais et tu prends cette richesse de vivre quelque part, hein, je veux dire, dans un, dans un espace assez quand même pas forcément urbaine, rurale, tu vois, avec toutes ces bêtes autour. Et c'est ce qui t'apporte justement ton inspiration. Oui. Et pourquoi d'abord? Pourquoi? Why? Parce que c'est le vivant, c'est ça le vivant. Euh, Moi, je pense que l'humain, tant qu'il reste entre humains, humain et avec humain qui tourne en rond, c'est de la folie. Si tu veux, c'est pas ça, c'est complètement anthropocentré. Hmm. Et l'humain n'est qu'un atome dans l'océan du devenir. L'humain n'est qu'un élément. Et c'est ça. Et souvent, quand on se fait du mal et qu'on se rend malheureux, c'est parce que on est dans des boursouflures émotionnelles humaines. Et quand on se remet dans le contact avec le vivant, on est beaucoup plus humble parce qu'on est juste un élément du vivant qui souvent est un élément destructeur du vivant. Toi, tu parles beaucoup, tu as souvent ton militantisme sur le colonialisme. Moi, mon militantisme, s'il y en a un, c'est le colonialisme de l'humain par rapport au vivant. C'est-à-dire que ce serait ça mon credo, si tu veux, par rapport, si je prends un peu
la même chose. Et ce vivant-là, non seulement nous apporte, nous montre aussi que l'infiniment petit a sa place, et au milieu de cet infiniment grand. Donc ça ramène les bonnes dimensions, ça ramène beaucoup de joie parce qu'il y a, ben, tout bêtement, tu vois, là récemment, par exemple, c'est tout bête, hein. On se retrouve on s'est retrouvé avec des poules parce qu'il y a des gens qui partaient, leurs poules allaient être perdues, donc on s'est retrouvé avec des poules. On a fait un poulailler. Et puis un jour, Alain, il y avait mes parents qui avaient acheté 2 cannes pour les manger avec du voilà curry avec du riz. Et, et il y a eu un cyclone et les cannes ne sont pas passées à la casserole. Et Alain, il les a vues dans le garage totalement terrorisées. Ils ont dit, ces pauvres bêtes ont l'air d'avoir peur. Ce qui était vrai, et elles avaient raison. Elles étaient dans le couloir de la mort. Donc, il les a pris, il les a mis dans la voiture et hop, les parents, évidemment, comme actuellement, ils ne suivent pas tout, ils n'ont pas capté qu'il leur manquait 2 cannes. 2 cannes. On se retrouve après avec 2 cannes. Après, on a des amis qui nous disent, on a un canard en trop, est-ce que tu vas le prendre? Un autre qui nous dit, une canne, ma canne a été mangée par mon chien et mon canard est dépressif, vous ne pouvez pas le prendre. Voilà notre vie. Donc, notre vie est faite de ce genre de trucs. Donc, on se retrouve, j'avais appelé Jeanne et Jeannette, maintenant on a Jeanne, Jeannette, Jeannot et Jeanneton. Donc, Jeanne, Jeannette, Jeannot, Jeanneton, il se trouve il y a eu des œufs. Ouais, Et ouais, ouais, donc, j'imagine. du coup, on a mis ces œufs à une poule pour voir ce qui se passe. Et voilà que 3 petits canetons sont nés. Et de voir, d'abord, c'est mignon, un petit caneton, mais de voir la tête de la poule qui regarde ces 3 canetons en se disant, mais c'est quoi ces poussins? Rien que ça, de filmer ça, de voir ces canetons qui viennent de naître et qui direct, tu leur mets un peu d'eau, qui se mettent à nager. Mais d'un seul coup, c'est tout simple, c'est des choses simples de la vie comme ça, tu vois? Et ça te donne un cœur paisible, serein. Donc, il y a ça. Donc, il y a le fait aussi que ça te donne, et qu'il n'y a pas que l'animal, il y a le monde végétal. Il y a le monde végétal Absolument, et absolument. tous ces arbres qui se disent des choses qu'on ne saura jamais. Et maintenant, scientifiquement, on sait que les arbres se parlent, on sait Ah, qu'ils absolument. s'entraident, qu'il y a tout. Et tout ça, autrefois, mon père me disait, il y a des arbres à l'ombre échauffante et des arbres à l'ombre fraîche. Moi, au début, c'était une notion totalement euh, abstraite pour moi. Et donc, euh, l- maintenant, je sais, s'il fait très chaud, je ne me mets pas sous un anacardier, c'est chaud. Je me mets sous un nîmes, un margousier, un verre marou, Malheureusement. c'est frais. Donc, ce genre de choses, j'ai appris à les sentir, à les découvrir, à reconnaître, à reconnaître quand les cris, je me dis, tiens, là, il y a un épervier, euh, il y a un épervier, de reconnaître le cri des oiseaux. Et tout ça, eh bien, je me sens vivante, quoi, c'est tout, tout simple. Je sais Non, mais pas si c'est je très bien ce répondis, que je sais pas tu, où je suis partie. c'est très bien ce que tu dis et ce que tu fais d'ailleurs, parce qu'il y a tout un mouvement de la décolonisation maintenant. C'est un mouvement de décolonisation de la pensée, décolonisation de ci, décolonisation de ça. Et c'est ce que tu es en train de faire, c'est décoloniser la forêt. Parce que figure-toi que quand François Martin est arrivé à Pondichéry en 573, 574, entre les deux, une des premières choses qu'il a fait, c'est détruire la forêt de Calapette. Calapette, c'est une grande forêt. Et tu n'habites pas loin d'ailleurs. Mm, mm. Et toute la région où il y a Auroville maintenant, pourquoi elle s'est désertifiée? C'est parce que toutes ces forêts ont été coupées pour faire des maisons à Pondichéry. Donc la forêt a été détruite par François Martin et les gouvernements qui ont suivi pour faire des maisons à Pondichéry. Et après, on s'est rendu compte que Auroville, il n'y avait que des canyons, c'était désert, et que Madère a, a remis les forêts. Enfin, toute une histoire, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu es en train de faire d'ailleurs. C'est en train de décoloniser la forêt. C'est que cette forêt qui a été détruite par les Français, tu es en train de la refaire à ta façon, ta petite façon, à mettre des animaux, des arbres, à le faire vivre. Et ça, je crois que tout Pondicharien doit être au courant de ce qui se passe dans, parce qu'il y a une écopolitique aussi, il y a une politique de l'écologie.
Et Mais si tu tout le vois, monde faisait comme toi, revenir chez soi et refaire une forêt, parce mm, que moi je l'ai fait, l'Ermitage, qui se trouve à côté de Mortandie, en 99, je suis parti et je refais une forêt là-bas pendant 6 ans. Et mm, maintenant, il y a des milliers d'arbres super, super, avec bravo, le mari de Irène Das, euh, bravo, bravo, Irène Paul, le bravo. docteur Das. Mhm, On a recréé une forêt qui s'appelle l'Ermitage mhm. à 3 km de Mortandie sur la grande route de Madras. Et donc, si à chacun de nous, on prenait ça comme un devoir de remettre des arbres autour de nous, des animaux autour de nous, on ferait, c'est une autre façon de décoloniser la pensée et décoloniser la forêt aussi. Mais tu vois, Et, pardon. oui, non, non, vas-y, vas-y. Je disais, j'estime qu'on n'est pas, par exemple, propriétaire de la terre. Non, non, On est gardien non, d'un bout de terre. Donc, j'estime que j'ai beaucoup de chance de pouvoir être gardienne avec Alain d'un bout de terre. Et on s'est rendu compte aussi que beaucoup de gens, ils disent, tu coupes un arbre, tu plantes un arbre. Tu vois, par exemple, actuellement, justement, on dit, si c'est écologiquement viable votre projet parce que vous coupez 1000 arbres et vous en plantez 1000. Non. Et qu'est-ce que tu fais du pivert? Qu'est-ce que tu fais des insectes? Qu'est-ce que tu fais des anils qui étaient là? absolument. Qu'est-ce que tu fais de tout l'écosystème qui fait là? C'est-à-dire l'arbre n'est pas quelque chose d'isolé. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si tu veux, c'est aussi que au début, je reconnais, je voyais un serpent, ma première réaction, faut tuer. Première réaction, hein. Faut le Ouais, tuer. ouais, Il ouais. faut tuer et puis éventuellement le brûler pour être sûr qu'il est bien mort, comme disait ma grand-mère. Mais maintenant, non. Même euh, si c'est un crotale, il y avait l'autre fois, il y avait un cobra qui s'était pris dans le filet. Euh, on s'est retrouvé aussi, c'est l'Arche de Noé chez nous. On s'est retrouvé avec des perruches parce que pareil, il y a quelqu'un qui allait partir, il ne savait pas quoi faire de ses perruches, donc on s'est retrouvé avec des perruches. Évidemment, les perruches, on a fait une grande volière pour qu'elles ne soient pas, hein, mais il y a un faucon pèlerin magnifique avec des yeux jaunes extraordinaires qui venait les tuer à travers les grillages, quoi. Et donc, du coup, on a mis un filet de pêche autour. Donc, des fois, il faut sauver le faucon qui s'est pris dans le filet de pêche. Et une fois, il y a un cobra qui s'est tellement entortillé dans le filet de pêche qu'il était blessé. Donc, du coup, ben, maintenant, on connaît la technique, comment libérer comment mettre un tuyau en PVC de sang, un sac en plastique, comment tu présentes le tuyau, le cobra va y aller, etc. Mais il fallait d'abord découper avec mes ciseaux à ongles le filet de pêche autour du cobra, avec quelqu'un qui lui tient la tête au sol pour pas qu'il risque. Mais ensuite, j'ai vu qu'il était blessé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai préparé un peu d'huile de coco et du manjatoul. Et puis, j'ai soigné d'abord le cobra avant qu'on le libère. Après, une fois qu'on le met dans le sac, après, tu sais, on ferme ça part en scooter dans la forêt, puis on va lâcher le cobra quelque part. Je ne sais pas si mon soin lui aura servi à quelque chose. Mais entre le premier jour où je voyais un serpent et où je lui tapais dessus pour le tuer, et maintenant où je lui mets du manjatoul et du tangayana sur la blessure, j'ai fait moi un chemin et ce chemin-là, j'en suis très heureuse de l'avoir fait et j'ai envie de le partager. Et en fait, c'est Ouais. pas que, voilà, ça peut paraître fou, hein, je sais. Non, non, mais tu parles, on parle de colonisation et de l'écologie. Tu sais qu'est-ce que c'est le Cobra Effect. Non, Le ah, bien Cobra là, Effect, hein, c'est assez intéressant. C'est une histoire qui s'est vraiment passée dans l'histoire coloniale. Euh, je ne sais plus exactement la date, hein, mais pendant, pendant la présence des Anglais, ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y avait beaucoup de personnes qui mouraient de morsures de cobra. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à la population en disant que voilà, il y a beaucoup de morsures de personnes qui meurent de morsures de cobra. Donc, si vous amenez votre cobra, on pourrait prendre le poison et en faire des médicaments à travers ça. C'était ça l'idée générale. Mais l'Indien, tu vois, c'est malin, c'est malin. Il s'est dit, et à chaque morsure de serpent, il percevait 2 paysas ou 3 paysas, une roupie, un homme, je ne sais pas quoi. Et quand l'Indien s'est rendu compte qu'à chaque morsure,
il pouvait recevoir de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait puller les cobras. Et donc, donc on se retrouvait à la fin avec plus de cobras que de poisons. Parce qu'ils se sont dit, tiens, le paysan, il s'est dit, Ah le oui? paysan, il s'est dit, tiens, plus j'ai de cobras, plus j'aurai des morsures, plus j'aurai des médicaments et plus j'aurai de l'argent. Et donc, à la fin de ce projet euh, colonial, on va dire, on se retrouvait avec plus de cobras que de poisons. Je So, it connaissais was pas called the l'histoire. Cobra Effect. Bon, en tout cas, Non, tant mieux de faire quelque chose de bien, hein, et tu te retrouves carrément peut-être qu'un dans le... jour, tu viendras quand même dans la brousse. On verra bien. Je t'invite quand même. Inch'Allah. Euh, non, Mais, c'est pas vraiment la non, mais, brousse, hein, non plus. Faut pas non, exagérer. mais tout ça pour te dire que Ouais. justement, on parlait de littérature. Ouais, Donc, ouais. comment on appelle ça? Une chose T'as, que j'ai envie de partager aussi, oui, bien sûr, par rapport à, tu me dis, tu vois, dans mon écriture, il y a eu les étapes, euh, du caméléon. le caméléon, cette étape fondamentale que tu m'as fait faire en disant cette phrase, tu devrais écrire des nouvelles. Et moi, je dis, c'est quoi une nouvelle? Tu vois, et je ne sais pas faire des nouvelles, moi, et tout. Et puis que je m'y suis mise et que c'est venu, il y a eu une autre étape. En fait, c'est marrant parce que c'est chaque fois quelqu'un qui m'a lancé quelque chose que je n'attendais pas et qui m'ouvre à d'autres univers, mais c'est comme si moi, je ne le voyais pas, ça. Tu vois, ce que toi, tu as vu, moi, je ne le voyais pas. Et de même, quand Laurent Jalicous, le directeur de l'Alliance française, m'a invité 2 années consécutives à faire partir du Salon des littératures de l'imaginaire, là aussi, je n'avais rien publié en littérature de l'imaginaire. Et il m'invite avec des auteurs primés. Donc, j'ai rien demandé. Donc, moi, j'ai rien demandé, on m'invite, j'y vais. Et du coup, je suis libre. Je me dis, ben, j'ai rien à prouver, j'ai rien demandé. Et donc, j'avais une liberté. Mais c'est comme si lui aussi avait vu quelque chose en moi. Euh, et de se retrouver avec une expérience vraiment, c'était une très belle expérience que j'ai vécue d'écriture en cadavre exquis. C'est-à-dire de se retrouver donc à trois écrivains, chacun commence une histoire, 3 demi-journées, et hop, 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 on finit une histoire, et il faut pas voir la couture. Non seulement je me suis régalée, mais j'étais contente de voir qu'en gros, on voit pas la couture. Euh, et, hum, et surtout, donc ça, c'est une première chose, et surtout, ça m'a ouvert au fait que jusqu'à là, j'écrivais des choses très, comment dire, mon roman, quand j'ai commencé à l'écrire, je l'ai fait comme un dossier d'avocat. Enfin, au début, en plus, c'était parti sur un script. Mais enfin, un dossier d'avocat, c'est-à-dire que j'ai fait un tableau Excel. Un tableau Excel avec des dates. À telle date, il se passe chaque événement. À quelle date c'est, tu vois, enfin, un truc de fou. Et le pire, et là le réflexe d'avocat de vouloir l'exactitude, alors que personne jamais ne va lire mon tableau Excel. Je précisais si cette journée-là, en 2011, c'était un mercredi ou pas, tu vois, dans mon truc. Donc, une sorte de truc plus cadré que ça, tu meurs, quoi. Bien, et, ah oui, et un autre tableau Excel avec la date de naissance de chacun de mes personnages et avec immédiatement quel âge, du coup, il a quand le père meurt, Bien quel âge sûr, bien il a sûr. quand l'autre, etc. Ce qui fait que quand je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, il y avait des formules mathématiques dans mon tableau Excel que j'avais mises et qui fait que je changeais une date, ça me changeait tout. Et du coup, j'avais toujours ma cohérence de date, etc. Donc ça, j'avais vraiment donc une écriture qui est passée de l'écriture d'avocat, qui était une écriture hyper stricte, cadrée et maîtrisée. Ce roman où je suis partie sur un tableau Excel, etc. Ensuite, les nouvelles où tu m'as lancé une bouée et je me suis mise à nager dans des eaux différentes. Et ensuite, cette littérature de l'imaginaire où je me suis dit, en fait, je peux partir pas du délire, mais dans l'imaginaire totalement ouvert, etc., avec donc, et d'écrire avec des auteurs de science-fiction et de fantasy. Ça a été pour moi, et maintenant, c'est ce sur quoi je travaille. C'est-à-dire que je suis en train de travailler sur un recueil de nouvelles en mode, alors, je ne sais pas ce que c'est que j'écris,
Hein, je ne sais pas si c'est du fantasy, de la science-fiction. Je ne sais pas, je suis comme celui qui fait de la prose sans le savoir. Mais je suis partie sur quelque chose de totalement pas fantasque, mais très dans l'imaginaire. Mais exactement, c'est ce qui a fait défaut à cette communauté franco-ponchérienne. Et c'est la seule explication que je puisse trouver, si tu veux, pourquoi euh, le premier livre qui a été écrit par un Français sur l'Inde, c'est en 1573. C'est un genre de travelogue. C'est quelqu'un qui voyageait, qui a écrit un premier livre sur l'Inde. Bien sûr, après, ça prend 300 ans, a Mhm. suivi toute une tradition d'exotiser, si tu veux, l'autre. C'est un peu comme Edward Said, qui a orientalisé. Nous, les Français, on cultive du Dupont jusqu'à maintenant, jusqu'à Thierry Ardisson, on a tous exotisé l'Inde. D'accord? Mais toujours est-il que pourquoi le j'utilise le mot indigène, hein. Pourquoi cette perspective indigène n'a jamais été mise en valeur? Pour la simple raison, c'est que la colonisation nous a appris à réfléchir en français, à penser en français, mais pas à imaginer en français. Or, l'imagination est la clé de l'intelligence. Si tu ne peux pas imaginer dans une langue, tu ne peux pas écrire dans cette langue. Donc, tu peux très bien penser en tamoul, tu peux penser, moi je peux penser en norvégien, mais mon imagination, il faut qu'elle soit française pour que je la puisse exprimer en français. Et donc, ce système Mhm. colonial, qu'est-ce qu'il a fait de nous? C'est qu'on a pu, pardon, réfléchir et penser, mais pas imaginer en français. Et c'est pour la simple raison, pendant 270 ans, il y a eu des livres écrits en français par des Tamouls, par des Franco-Panchariens, des livres scientifiques, des livres sur le droit, sur Maria Dasso qui a écrit sur l'hygiène, sur la médecine, mais le roman, la fiction a besoin d'imagination. Et donc, or, il n'y a pas beaucoup qui ont eu cette imagination. Ben toi? Oui, mais je suis content que tu me rejoignes dans ce Mhm. truc-là. Et je suis content que Selva, qui est là, d'ailleurs, que je le vois, qui me Ah, rejoigne, parce que sa nouvelle sur la vengeance d'un hindou, vraiment, it's a masterpiece. je suis Really, contente que tu it's le a dises. masterpiece. Ah, C'est un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. Je me suis régalé à le lire ah, toi et je, aussi. je remercie Selva pour l'avoir écrit, pardon. Et, et en même temps, j'exhorte à tous mes amis qui sont là, qui sont d'origine franco-congolaise, écrivez, 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 s'il vous plaît, comme fait Yamuna. Tu sais quoi, Yamuna, on est déjà à 45, hein? Ayo, manieta. Aïe, yo, ama. Ah, putain, tu t'assois sur le tinet, tu vas pas le temps passer. Donc, mais bon, je peux encore, Manieta. Il y a une chose à laquelle je tiens oui, beaucoup. oui, oui. Une chose à laquelle je Fais-le parce tiens que je suis en train de beaucoup. charger mon téléphone. Vas-y, continue à parler. Juste Merci pour une, ton temps. une toute petite chose à laquelle je tiens beaucoup et qui me fait chaud au cœur, c'est que beaucoup de gens qui ont lu ce que j'ai écrit me disent que c'est des livres qui leur fait du bien, sans être pourtant dans le classique feel good books. Voilà. Et que ça, c'est quelque chose qui me touche. Voilà. Je voulais juste te dire ça, que quand j'ai ce retour, ça me touche beaucoup. Que ça fait Tu as du... raison, parce que tu vois, Voilà. Dans ce en fin monde de en fin de brut. journée, Mm. pour un écrivain, pour quelqu'un qui écrit, si tu n'as pas affecté quelqu'un avec juste un ou deux mots, ça ne sert à rien d'écrire. Je veux dire, il faut que ton écriture à toi, il faut que quelqu'un le lise et dise, tiens, euh, c- c- ça me laisse réfléchir, ça me laisse à penser, ça me laisse à méditer sur certains mots, sur une phrase ou sur une pensée philosophique. Pas forcément philosophique, mais juste une phrase. Et donc, si tu ne fais pas réfléchir à travers les mots, Ouais. ça ne sert à rien d'écrire. En tout cas, c'est beaucoup de bonheur, Harry, et
Je te dois beaucoup. Voilà, je tiens. Non, non, tu me dois rien du tout. Tu me dois juste Si tu es... ஒரு மெதுவடை, ஒரு தோசை, ஒரு Alors, ஒரு sauf கிளாஸ் que, ஒரு கிளாஸ் கல்லு. non, அவ்வளவுதான். non, à வேற chaque ஒண்ணும் fois, il me வேணாம். réclame la bouteille de ஒரு champagne et கிளாஸ் moi, கல்லு, c'est, ஒரு மெதுவடை, போட்டி கறி. அது non, போதும் moi, எனக்கு. c'est la tisane de camomille. Tu sais bien, c'est pas le Oui, verre mais de moi, champagne. je te dis mon choix. Mais, OK, avant de nous quitter, quels sont tes nouveaux projets? Après ça, on arrête. Mes nouveaux projets, d'abord, le roman que j'ai écrit et qui, pour moi, eh ben, il est superbe, voilà, qu'il soit publié. Ça, c'est mon projet. Et je laisse, enfin, ça, c'est plutôt un vœu qu'un projet. Et mon prochain projet, c'est, je vais faire finalement une petite nouvelle quand même pour l'anthologie du lycée Ah français. oui, ça, il Euh, faut le faire. Voilà. Et il Euh, faut en faire la pub aussi oui, de absolument. Je vais l'anthologie, il faire la faut le pub dire. juste avant de terminer. Voilà. Et c'est de faire un recueil de nouvelles fantasy. Voilà. C'est ça mon nouveau projet. De le terminer, d'aller au bout de ce recueil. Ça suffit pas, tu veux que je fasse autre chose? C'est ça? Il y a Mira qui pose la question de savoir où on peut trouver la référence du livre de chef-d'œuvre dont on parlait, Harry, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas un livre. C'est juste Salva David qui est, Ben, c'est l'occasion de faire la pub du coup aussi. oui, de Selva qui est là. Selva qui se lance dans l'écriture aussi. Encore quelqu'un de la famille David qui se lance dans l'écriture. Et il a écrit une très bonne nouvelle, d'ailleurs, qui m'a beaucoup, 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 j'ai beaucoup aimé, parce qu'on est en train de faire une anthologie de nouvelles pour le bicentenaire du lycée français. 1826-2026, on a fêté 200 ans du lycée français, de la fondation du lycée français. Et donc, j'ai eu l'idée, parce qu'il y a tellement de manifestations qui se fait autour de ce bicentenaire. Mais moi, il m'a paru vraiment important de faire quelque chose de symbolique. C'est que 200 ans, quand même, ce lycée nous a donné une forme d'éducation. Je dis bien une forme d'éducation, pas l'éducation, une forme d'éducation. Donc, tout le monde a profité de ça. Et pourquoi ne pas redonner quelque chose à ce lycée qui nous a donné qui nous a donné à toi, à moi et plusieurs générations de personnes, la faculté de s'exprimer sous différentes façons, bien sûr, que ce soit artistique ou intellectuelle, scientifique et même littéraire. Donc, je veux redonner à ce lycée euh, ce qu'elle m'a donné, cette éducation, cette faculté d'écrire. Et donc, on a lancé ce projet il y a 3 ou 4 mois. Je suis derrière de ce projet. Et donc, on va sortir une anthologie de nouvelles et de poèmes, de textes écrits par d'anciens élèves du lycée, anciennes aussi, bien sûr, les profs, les personnes qui ont travaillé, mais toutes personnes qui sont concernées avec le lycée. Et donc, À vos plumes tous, toutes et toutes, tous ceux qui ont. exactement. Donc, vous êtes les bienvenus, passez le mot autour de vous pour que ce projet puisse aboutir. Je vois que Irène Bourdin est là. Irène, ma chère amie, son papa Pierre Bourdin a écrit, elle veut nous faire passer un texte de son papa qui m'est très très cher parce que c'est mon prof de français préféré après Madame David, Georgette, bien sûr. Et, donc, papa de Pierre Bourdin, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Irène, sois la bienvenue. Merci. Donc, et aussi, dommage que tu viennes maintenant parce que tu serais venu une semaine avant, j'aurais fait la pub pour ton spectacle. Ah, c'est gentil. Merci. spectacle. Il y avait du Parce qu'il faut monde. savoir que Irène est la fille de Monsieur Pierre Bourdin qui a chauffé les bancs de lycée avec moi et qui en ce moment fait un très bon spectacle. Tu peux nous expliquer en 2 mots? Vas-y. Ah, alors un spectacle, oui, mais sache qu'il y avait beaucoup de représentants des alumni du lycée français, puisqu'ils étaient 20 à venir applaudir. Donc, dans la foulée,
On a discuté, peut-être qu'on fera quelque chose pour eh ben, le bicentenaire du lycée français et on reste en contact et voilà, je suis chanteuse lyrique et puis voilà, maîtresse de conférences associée en musicologie. Donc je joins à la recherche à l'artistique et je serai très heureuse de collaborer avec voilà les alumni et puis donner des textes de mon père parlent de la vie quotidienne à Pondichéry au XVIIIe siècle. Voilà, je crois qu'il y a des morceaux assez savoureux et je serais très heureuse de les partager avec tous. Ce sera un hommage à mon père qui nous a quittés il y a 10 ans. Et tu vois, c'est une très belle façon de venir sur Montenay. Merci, Mm. Irène. Mm. Et je vais t'inviter bientôt, hein. Oh là là! Très heureuse de revoir Yamuna, parce que Yamuna, je crois que tu étais peut-être élève de mon père ou tu étais avec une de mes sœurs. En tout cas, J'étais avec Leïla. J'étais avec avec Leïla. Lélia, oui, Lélia. tu Lélia. étais tellement brillante. Voilà, bon, tu étais brillantissime et on le savait déjà. On le savait déjà. Et Moi, je me je rappelle de remercie aussi, la je jolie remercie aussi petite Mira Irène. Kanda qui est là, Mm. que j'ai connue récemment parce qu'elle était au Merci. Danemark avec mon copain Mm. Tabish. Mira, t'es le bienvenu sur le Ténèque quand tu veux. Tu me fais signe. D'accord. Parce que tu as écrit beaucoup de livres aussi sur l'Inde. T'es, Oui, j'ai écrit beaucoup de livres sur l'Inde, principalement en anglais, à l'exception d'un livre qui est un recueil de textes qui avait été publié dans Courrier International, où j'ai tenu une chronique, Le mot de l'Inde, pendant 9 ans. Et donc, ce livre a été écrit directement en français, mais je suis bilingue et j'ai rien à voir avec Pondichéry, sauf que j'ai des amitiés avec la famille Manet, qui date de qui remonte très, très loin. D'ailleurs, là, derrière moi, il y a un tableau de Pichaya bien, Manet, de frère de Raghunath, je qui le reconnais. malheureusement nous a quittés pendant la pandémie, mais que j'ai connu en 79 à Paris. Tu sais quoi? 77, pardon, C'est pour ça, 77. c'est pour ça que le Ténèque, c'est une grande famille, en fin de compte. Une Oui. fois que, une fois que tu viens sur le Ténèque, tu vois qu'il y a des points communs avec tout le monde. Tu parles de Pichia. L'idée, je trouve l'idée vraiment géniale, cette idée du dîner et on peut échanger entre dedans et dehors, à la bordure de plein de choses. Je trouve ça génial comme idée. C'est l'espace liminal entre les deux. Oui, ça m'intéresse, les espaces liminaux. On sait jamais si c'est à l'intérieur ou c'est à l'extérieur. Voilà, c'est bien comme ça. En tout cas, merci infiniment. Avant de vous quitter, derrière Yamuna, il y a une peinture de Alain, qui est son époux. Un monsieur complètement fou, c'est un fou furieux, Alain, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Pondichéry. Il ne veut pas se montrer, même si Yamuna essaie essaie de le faire venir, mais c'est un excellent artiste. Et ça y est, il bouge, il bouge, il Il bouge. bouge, il Le bouge. fait que tu le traites de fou furieux, tu l'as fait bouger, t'as réussi à le faire. Comment ça, je suis fou? Alain, un excellent artiste que vous devrez sûrement, parce qu'il a fait justement une expo récemment à l'Alliance française Ouais. qui a attiré beaucoup de monde. J'aime beaucoup son univers, un peu surréaliste, un peu près de Edgar Poe, un peu. Oui, c'est fou ce qu'il fait. Merci Et, Alain. et ce sont ces tableaux qui illustrent chacun de mes livres. Exactement. Donc on garde ça dans la famille, hein. Euh, Chers amis, je vais vous laisser parce que là, j'ai On a passé plus de débordé. 45 minutes. Mm. Juste pour vous dire que dans le 1er octobre, avec Forum France Inde, on va avoir une autre visioconférence qui va parler du mariage en Inde, euh, de ce que ça implique, le couple en Inde en fin de compte. Et comme je suis carrément, je ne sais pas, truc, donc ça va être caste et famille, décryptage de mariage contemporain à la lumière des contes traditionnels. Entre contes et vérité, explorer la réalité souvent ignorée du mariage en Inde, consentement, arrangement, endogamie,
un débat inédit pour déconstruire les idées reçues et ouvrir au dialogue. Donc, c'est dans une semaine, le 1er octobre, avec l'association Dopata, de mon ami Christian Journet qui est là, et bien sûr avec l'indispensable Jean-Louis Laverne. Merci infiniment, Aka. Je t'embrasse bien fort. Voilà, comme à bientôt pour la suite et très, très beaucoup de bonheur à tout le monde. Euh, Merci. À bientôt. Merci, soyez merci, heureux, merci. soyez heureux, restez heureux, Oui, rendez heureux. merci Yamuna. Bonjour, c'est Siraj. Je pense. Allô? Siraj, on t'entend? Oui, oui, c'est Siraj. Oui, je veux juste dire bonjour à Yamuna parce que j'étais avec Yamuna en classe de seconde et à l'époque on était en excursion dans le bus et tout et il y a eu un petit accident et c'est Yamuna qui a pris toutes les responsabilités pour nous amener à manger au restaurant et puis faire toute la suite quoi en fait. Donc voilà. Mais bon, ça me fait vraiment plaisir de voir après tant d'années Yamuna comme ça qu'en fait en face. Oui, Bonsoir à toi. Merci. Merci, Siraj. À très merci. bientôt, mais venez quand vous voulez sur le Trident. Ouais. À très bientôt.